Bonjour à toutes et à tous. Donc, on espère que vous êtes nombreux derrière vos écrans à nous regarder. C'est une grande première pour la Bilipo. Alors, aujourd'hui, nous accueillons Adrien Freinet et Lucia Quaccarelli dans le cadre d'une dernière rencontre qui aurait dû se faire en présentiel, qui a été reportée, etc. Et qui, en fait, s'insère dans l'exposition L'Europe du polar, qui va bientôt se terminer au 31 décembre. Alors, Lucia Quacquarelli enseigne la théorie et la méthodologie de la traduction à l'Université Paris-Nanterre et co-dirige l'unité de recherche CRPM. Donc, les recherches de Lucia portent sur les enjeux culturels et politiques de la traduction, ainsi que sur les formes de la narration contemporaine. Et son alter ego et deuxième intervenant, donc c'est Adrien Freinet, qui est co-commissaire de l'exposition L'Europe du polar, qui est encore donc visible à la Bilipo, commissaire avec Mathieu Letourneux et Alice Jacquelin. Adrien enseigne aussi à l'Université Paris-Nanterre, au Centre des sciences des littératures en langue française, le CSLF. Alors voici la présentation en introduction de notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, la traduction des romans anglo-américains dans la collection de la série noire joue un rôle important dans la constitution et la légitimation du genre noir en France et va créer un ton américain. Si cette américanité fantasmée est considérée comme résultant du choix de l'argot, elle est aussi au sein d'un projet de traduction plus large le fait des coupes importantes qui ont été opérées par Marcel Duhamel et son équipe, afin de répondre à un idéal: produire rapidement des romans d'action nerveux, brutaux, avec un rythme cinématographique. Alors, à partir de l'étude du processus de traduction et d'exemples qui vont être tirés de la traduction de The Killer Inside Me de Jim Thompson, du grand Jim Thompson, par France-Marie Watkins. Donc le titre français, c'est Le démon dans ma peau, en 1966, et de l'original en fait de ce texte qui a été bien caviardé, ainsi que d'une partie de la correspondance de Marcel Duhamel. Adrien Freinet donc, et Lucia Quacquarelli vont analyser la manière dont se développe en France, puis plus largement en Europe, puisque c'est le sujet aussi de l'exposition, l'imaginaire américain au cours du XXe siècle. Alors cette recherche a déjà fait l'objet de plusieurs publications de nos deux invités, donc des articles, et ce sont des recherches, des références que vous pouvez retrouver sur le site L'Europe du polar, et que nous mettrons après, puisque cette conversation a vocation à être enregistrée et qu'elle sera disponible aussi pour les gens qui n'auraient pas pu suivre l'entièreté de la rencontre. Donc Lucia et Adrien, merci beaucoup d'être avec nous pour cette fin d'année. Et c'est à vous, la parole est à vous. Et pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, vous pouvez envoyer vos questions si jamais il y a des questions qui vous viennent. Et nous, on essaye de tout noter et de les transmettre aux intervenants. Donc il est 16h05 et vers 16h50 en gros, on reviendra. Et puis, si vous avez des questions, on transmettra les questions à nos deux invités. Voilà. Bonne rencontre. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvie et Camille. Je vais prendre la parole tout d'abord et puis ensuite on échangera avec Lucia pour apporter un peu de variété à notre proposition. Je vais tout de suite lancer la présentation. Si Camille, tu peux me dire si ça fonctionne. Ou Lucia. C'est bon. C'est bon, super. Comme Sylvie et Camille l'ont rappelé, enfin surtout Sylvie l'a rappelé, ce projet s'intègre à l'intérieur de l'exposition L'Europe du polar. Et avant tout, je tiens à remercier encore
Catherine Chauchard, Alice Jacquelin et Mathieu Le Tourneux pour cette aventure qui a été vraiment importante pour moi. Et puis il faut rappeler en fait ce travail collectif parce que bien le titre de cette conférence, cigarette, whisky et petite pépé, c'est l'objet, on va dire, d'un dialogue ou d'une négociation avec Catherine. Moi, j'avais avec Lucia plutôt proposé le sous-titre, Faire américain, dialogue transatlantique et circulation européenne, et sans doute jugeant que ce n'était pas assez bon, elle a choisi un titre qui au départ m'a un peu étonné et à vrai dire, je pense qu'elle avait tout à fait raison puisque quand on y pense quelques minutes, c'est une excellente entrée dans ce faire américain de la série noire. Cigarette, whisky et petite pépé, bien vous le connaissez, c'est le titre de la chanson d'Annie Cordy, reprise, enfin c'est le titre d'une chanson puis d'un film, reprise par Eddie Constantine, acteur américain vivant en France, incarnant Lemmy Caution à l'écran, dans les adaptations des romans américains de l'anglais Peter Shelley, roman publié entre autres à la série noire. C'est déjà quelque chose d'assez intéressant de voir ce titre qui mélange des choses qu'on va retrouver dans notre approche de la série noire. Si on regarde les mots du titre eux-mêmes, ils sont tout à fait intéressants dans cette même hybridation, puisqu'on y retrouve un motif littéraire américain bien ancré, le whisky, celui de Hammett, celui de Chandler, mais aussi celui d'autres auteurs américains comme Greene, Faulkner ou Steinbeck. Ce whisky se trouve juxtaposé avec un produit, cette fois-ci d'après-guerre, importé par les soldats dans des boîtes étanches, les cigarettes américaines. Importé comme l'un de ces nombreux produits de consommation qui arrivent massivement en France, grâce au plan Marshall notamment. Et puis, à côté de ces cigarettes et de ce whisky, on trouve les petites pépées du vocabulaire familier français. Pépé pour la poupée, qui est très très tôt identifié à une manière de dire le slang, au point que, regardez, on trouve donc cette juxtaposition, je vous ai retrouvé, je vous ai mis en image ici, au point que c'est un mot qu'on retrouve dans très nombreux romans, notamment d'André Helena, sous un de ses pseudonymes, Jack Spencer Treehole, un roman qui se nomme Un drôle de mec, et vous voyez la mention en dessous, traduit de l'argot américain. Bon, on pourrait en fait s'arrêter ici et puis passer une heure à discuter de cet exemple-là. Enfin, ce qui m'importe beaucoup, c'est de montrer qu'il y a dans ce titre une manière, de présenter ce qui peut être le moment américain, je reprends la formule à Anne Cadin, de la culture française et le terreau de la série noire. Une culture faite d'hybridation, de reprise, de circulation médiatique des imaginaires. Nous allons replacer la série noire au sein de ces circulations franco-américaines et surtout en fait au sein de ces conditions et de ces contextes de production. Pour comprendre la série noire et pour comprendre ce faire américain, en tant que collection produisant des fictions criminelles européennes, il faut, c'est notre avis, d'abord la replacer au sein d'une histoire européenne et transatlantique des circulations et des dialogues depuis le 19e siècle. C'est ce qui fait le sel de cette exposition. C'est la partie qu'a construite plus précisément Mathieu Le Tourneux. Dans cette période-là, au début du 19e siècle, on trouve l'évolution de la fiction criminelle qui, d'un point de vue poétique, présente des évolutions. D'abord, un roman où les mœurs sont très présents. On a une peinture de la société. Puis, on voit l'apparition et l'importance montante du motif de la détection, et enfin l'apparition concurrente du motif de l'action, de la violence, du sexe et de la résurgence du politique. Pour ceux qui ont vu l'exposition, j'ai avancé au fur et à mesure des parties. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça s'est beaucoup mieux expliqué et beaucoup moins rapidement dans l'exposition. Je vous invite donc à y aller. Donc on a ce premier contexte-là, historique, mais on a aussi un contexte qui est de l'ordre, qui est ressorti à l'ordre des dynamiques sérielles. La série noire s'inscrit dans un mouvement de fond qui naît avec les fascicules au XIXe siècle et qu'on retrouve jusqu'à la série Netflix contemporaine, tout en passant par des formes de sérialité éditoriale. Et c'est ça qu'on va analyser aujourd'hui. Dans notre cas, la série noire se positionne comme une série éditoriale au sein de laquelle s'emboîtent d'autres séries, pour les connaisseurs de la série noire, des séries de personnages, comme le gorille un peu plus tard, des séries d'auteurs parfois.
Et cette série éditoriale met en avant plus précisément, c'est pour ça qu'elle est connue, la violence, l'action, la culpabilité généralisée, plutôt que la détection et l'énigme. Cette série noire s'insère dans un contexte de circulation et de traduction de l'Amérique en Europe. Et on va en étudier les contextes et les pratiques. Alors si je la replace dans un contexte européen, c'est en fait que ce faire américain, il n'est pas du tout... la série noire n'est pas la première à le faire. Et là, je vais utiliser tout ce qu'on a trouvé quand on a construit l'exposition pour essayer de la remettre en contexte. Vous voyez qu'on peut faire américain en Hongrie. C'est la collection Nova Kalandos Regényei. On voit une collection ici qui se construit entre 35 et 42, donc avant la série noire, et qui construit son catalogue en mêlant des productions américaines et européennes déjà publiées donc en traduction, Agatha Christie, Werner, Charteris, Packard. Elle les mêle à des productions locales d'auteurs hongrois sous pseudonyme qui évoquent les États-Unis ou l'Europe de l'Ouest. Ici, deux exemples, Desberry et puis Rodriguez. Et enfin, un troisième exemple, Jenő Rejtő, qui en Hongrie est vraiment une grande star et qui écrit des romans de légion, des romans de légionnaires à motifs criminels. Vous avez ici à gauche ces romans signés P. Howard, il ne prend pas la peine d'avoir un prénom, c'est simplement P. Howard, ça dit l'Amérique. Et puis vous avez aussi sa production de western pour montrer l'importance de l'imaginaire américain en Europe centrale dès avant la Deuxième Guerre mondiale. Autour de la série noire et beaucoup plus proche en France cette fois, on trouve pendant l'occupation la bien connue collection Minuit. Et là, on voit encore que on a la constitution d'un catalogue autour du faux américain. Ni Frank Harding, ni Edward Brooker, ni Lewis McDakin n'existent en réalité. Les connaisseurs reconnaîtront Léo Mallet derrière Frank Harding. En France toujours, contemporain avec la série noire, c'est la collection noire franco-américaine, dans laquelle on retrouve notamment au milieu Terry Stewart, dont on reparlera. Et après les débuts de la série noire, on voit que ça se perpétue, puisque dans un dialogue franco-américain et dans un dialogue franco-italien, la série jaune à Lyon produit là aussi du faux roman américain. John W. Reel, Lou Happings et Laurence Tifford ne sont pas des personnages qui existent, ce sont des pseudonymes. Ce qu'on peut remarquer, et c'est comme ça qu'on va essayer de caractériser ce faire américain de la série noire, c'est que ce sont toutes des collections qui recourent à une couverture graphique colorée. On voit que ça sera déjà une première différence et on s'attachera à l'intérieur de ce contexte-là à comprendre la spécificité du faire américain de la série noire. Et je laisse la parole à Lucia. Merci, je vais reprendre la parole. Et donc, pour essayer de saisir cette spécificité dont Adrien parlait, nous avons décidé de rentrer par un point spécifique, et c'est celle de la traduction. La traduction joue toujours un rôle important dans la circulation des textes et des imaginaires, mais en série noire, la traduction présente des spécificités qui lui confèrent une fonction encore plus importante. Premièrement, la série noire est avant tout un projet éditorial de traduction, c'est-à-dire un projet d'importation de l'hard-boiled américain en France. Et la traduction a été toujours au cœur de débat autour de la qualité, par exemple, de romans de la série noire. Deuxièmement, la traduction, dans sa pratique, cette fois, dans sa pratique éditoriale, joue un rôle majeur dans la création de romans noirs, et c'est ce que nous allons essayer de montrer aujourd'hui. Et en somme, si d'un côté, comme l'a dit Adrien, la série noire est le résultat à la fois d'un dialogue transatlantique et d'une mode européenne de fiction criminelle, de l'autre, dans ce contexte large de circulation d'imaginaire criminel, la série noire occupe une place particulière. Elle se présente de manière explicite au public comme projet de traduction, comme projet éditorial d'importation de l'hard-boiled américain en France. Ce qui signifie, sur le plan de l'intrigue, Adrien l'a déjà dit, la fin de l'énigme. Plus d'histoires à deviner, plus de coupables à trouver, mais une société traversée par le désordre moral. Or, tout cela se fait dans le contexte d'une pratique traductive, d'un processus de traduction, choix des auteurs et des textes,
préparation des textes avant traduction, traduction et retraduction, tellement dirigé, si orienté par l'urgence de sérialisation, de mise en série, qu'il arrive à resémantiser l'adjectif noir, à lui donner un nouveau sens et à provoquer une évolution de la poétique de la fiction criminelle en France après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est précisément ce processus de traduction que nous avons décidé de regarder de près pour l'interroger et pour en mesurer la fonction et l'impact. Il est peut-être important de signaler que nous avons une approche culturelle à la traduction, une approche qui dépasse le strict cadre linguistique. Nous essayons de saisir la traduction, on dit d'habitude en action, c'est-à-dire que nous essayons de relever les conditions matérielles dans lesquelles une traduction se fait et circule, afin de retrouver, reconstruire le réseau de médiation, de relations et des contraintes qui en condition la pratique, la dissémination et ensuite la réception. La traduction pour nous n'est donc pas un simple passage, un transfert, un pont entre deux langues ou deux cultures, mais une opération à contrainte, une opération soumise à plusieurs impératifs, non seulement linguistiques, dont on cherche à dévoiler la nature pour en comprendre les enjeux et les effets. Autrement dit, nous essayons de situer les pratiques traductives pour les comprendre, car les pratiques traductives changent selon les époques, changent selon l'autorité des textes et de leurs auteurs ou traducteurs, et selon les projets éditoriaux. Et c'est là dans le plus large échiquier de rapports de force entre les langues, les cultures et les produits culturels. C'est pourquoi nous avons fait appel au fonds Duhamel de la Bilipo, et que je remercie, je pense aussi au nom d'Adrien, encore une fois pour l'accueil et la disponibilité. Et nous avons tout d'abord fait un travail d'observation d'archives, un peu comme font les chercheurs qui s'intéressent à la génétique textuelle, c'est-à-dire qui s'intéressent aux étapes de création d'un texte à partir de ces brouillons ou de lettres laissées par les auteurs. Sauf que pour nous, c'était un peu différent. L'objectif étant celui de chercher les traces du processus de traduction. Très rapidement, ce que nous avons trouvé, donc le fonds Duhamel se compose de 3 ensembles de documents. Le premier, constitué par des exemplaires de romans en langue étrangère, anglo-américaine le plus souvent, de 1945 au début des années 90. Dont une grande partie a servi de texte de départ, disons d'original, pour le travail des traductions. Deuxième ensemble, constitué par la correspondance de Marcel Duhamel et un certain nombre de notes de service, principalement pour la période 1945-1966. Et enfin, et finalement, un autre ensemble constitué de tapisseries et feuillets divers, qui concerne la période 55-92. Or, nous avons découvert, travaillant sur les exemplaires anglo-américains du fond, des centaines de pages caviardées, des chapitres entiers effacés, des annotations et des conseils divers de traduction, des ajouts, des raccords, et dans la correspondance et dans les notes de service, des indications précises et précieuses concernant le travail éditorial, et qui, mise en relation avec les marques que nous avons trouvées sur les romans, nous ont permis de reconstruire petit à petit la machine éditoriale de la production du roman noir. Nous avons pu, à partir des traces matérielles laissées sur les volumes, sur les romans, sur les exemplaires, à l'occasion du travail d'édition et de traduction, et à partir des échanges éditoriaux, reconstruire les étapes par lesquelles passe un roman anglo-américain depuis sa réception dans le bureau de la collection et jusqu'à sa parution. Nous avons ensemble pu reconstruire, nous l'espérons, le processus traductif qui fait d'un roman anglo-américain un roman noir français. Or, après cette phase de travail, nous avons fait l'hypothèse que dans le cadre de la série noire, le geste traductif constitue le creuset où s'élabore, à partir d'un matériau hétérogène, le roman noir.
C'est-à-dire que le processus traductif fonde la possibilité même de la construction générique de la série noire et de sa dissémination, prenant la forme d'une opération créative, innovante et collaborative à contrainte sérielle. Pour le dire autrement, le projet éditorial de Marcel Duhamel et de son équipe est recherché et atteint en grande partie grâce au processus traductif, qui va donc du choix des textes jusqu'au travail sur le texte et qui est mené à force de coupes, remaniements, raccords, adaptations, fausses traductions ou encore pseudo-traductions. Ensuite, nous avons décidé de mettre cette hypothèse à l'épreuve de texte, c'est-à-dire de sortir d'une vision générale, quantitative aussi, de l'archive pour changer d'échelle, aller dans les textes, dans nos rapports avec les auteurs et les langues. Et c'est là que je repasse la parole à Adrien. Merci. Alors, à partir on va regarder un certain nombre d'éléments. On va regarder la stratégie éditoriale de la série noire. Et puis, on va s'intéresser à certains documents de la correspondance. Et enfin, on regardera l'exemple plus précisément de Jim Thompson. Comment est-ce qu'on construit, comment est-ce que Duhamel et son équipe, là, autour de cette table, hein, sur cette belle photo dont on voit une partie seulement, la photo de Willy Rizzo, comment est-ce que l'équipe construit une collection à l'américaine? Eh bien, au tout début, ça ce sont des choses connues, mais qu'on va réutiliser pour essayer d'étayer notre hypothèse. Ça se construit sur le faux et le pseudo. Alors, le faux, eh bien parce que quand on regarde les 10 premiers titres de la série noire, vous avez vu qu'on a fait une belle extraction de Wikipédia, eh bien sur les 10 premiers titres, 3 seulement sont américains et probablement 3 seulement ont foulé le sol des États-Unis. Hein, McCoy, Tracy et Chandler. Le numéro 1, Cheney, qui est à l'origine de la collection, il est tout à fait anglais. À l'intérieur de cette matrice première, qui est en réalité construite par des Britanniques qui miment le style américain, eh bien, dans la traîne de cette stratégie, on voit ce roman de Terry Stewart, 4 ans plus tard, le numéro 18. Terry Stewart, Serge Arquette, écrit La mort et l'ange, et on voit cette mention là qu'on a mise en avant, traduit de l'américain. Le roman, par ailleurs, ça fonctionne, puisqu'il reçoit une presse élogieuse. On lit dans la presse, aucun écrivain de chez nous ne pourrait conduire pareil récit. La traduction, cependant, l'a remarquablement transcrit. Alors on imagine effectivement que la traduction, ça sent peu la traduction, puisque c'est écrit directement en français. Et on imagine que sa qualité peut être louée. Ce qui est intéressant, c'est que même lorsque l'auteur est démasqué, ça tient pas très longtemps, de la même manière que Cheney l'américain ne tient pas très longtemps non plus. Même lorsque l'auteur est démasqué 1 an plus tard, la manière dont se défend Duhamel est très intéressante. Elle rappelle d'ailleurs la manière dont il avait parlé de Cheney en 1944 dans la revue L'Arbalète. Je cite Duhamel à propos de l'affaire Terry Stewart. « J'en viens à me demander si la seule façon de faire américain ne serait pas de n'avoir jamais séjourné en Amérique. » Il ajoute « Cela prouve que le style noir est rentré dans les mœurs littéraires françaises. » Ce qu'on note là, à partir de ces éléments, c'est que, aux yeux même de Marcel Duhamel, le style noir est une construction culturelle et sérielle française. En somme, les auteurs, pour produire de la vraisemblance, s'appuient moins sur une réalité référentielle ou expérientielle. Serge Arquette, sur quoi s'appuie-t-il de tangible pour écrire La mort et l'ange? Il s'appuie moins sur une réalité référentielle, sur un monde qui existe et dont ils ont une connaissance directe, que sur un ensemble d'autres textes, et notamment que sur les textes de la collection. C'est donc, en fait, par effet de traduction que se construit l'authenticité américaine de la série noire. C'est la première chose qu'on peut dire, c'est que faire américain se construit par effet de traduction. Là, le traduit de l'américain, cette mention qu'on voit, eh bien, c'est une condition de possibilité, c'est-à-dire, s'il est traduit, c'est bien qu'alors, il est américain. La traduction, dans ces conditions, devient un élément de la narration, de la construction générique de ce qu'est le noir américain. On peut donc formuler une nouvelle hypothèse. L'américanité
ce fait américain de la série noire est largement fantasmé. Fantasmé pour plusieurs raisons que je reprends. L'une que donne Benoît Tadier dans C'est l'histoire de la série noire. Le catalogue de la série noire emprunte à toutes les époques de la littérature américaine pour se construire. Et donc, on ne sait pas bien, en réalité, à quelle Amérique on fait référence dans la série noire. Est-ce que c'est l'Amérique des années 30, des années 40, des années 50? Donc, c'est une américanité déjà composite qu'on prend en traduction. D'autre part, si on mêle à ces traductions-là des auteurs qui écrivent en anglais, mais qui sont en Amérique, enfin, qui écrivent l'anglais de l'Angleterre, et qu'en plus certains romans sont des pseudo-traductions, on est face à une américanité complètement, et depuis le départ, fantasmée. Et même quand on disait que c'était par effet de traduction, qu'on faisait moins référence au monde qu'aux autres textes de la collection et aux autres textes qui sont dits américains, cette authenticité, elle est construite de manière autoréférentielle. Elle se construit au fur et à mesure que les numéros de la série paraissent, c'est-à-dire qu'elle se construit grâce à la mise en série des romans. La référence devient une question interne à la logique sérielle de la collection. Elle ne correspond plus vraiment à quelque chose qui existe dans le monde. Alors, comment est-ce qu'on vérifie cette hypothèse-là, cette idée-là? Eh bien, justement, c'est le fond que Lucia nous a présenté tout à l'heure, qui nous permet de consulter des documents internes qui montrent, d'une part, que cette construction-là d'une américanité fantasmée est volontaire. La collection procède par sélection des romans qui comportent uniquement les traits voulus. On va le voir tout de suite. Et d'autre part, les documents montrent que l'analyse que nous faisons autour du faux, les documents internes, tout le processus de traduction est cohérent, hein, que l'ensemble se tient et que tous les éléments vont dans la même direction. Regardons justement la correspondance. Comment se construit l'idéal de la série noire? On peut le regarder avec des documents très intéressants, les lettres de refus. Marcel Duhamel reçoit des lettres soit directement d'auteurs, français ou américains, soit d'agents littéraires, qui lui proposent des romans. Et parfois, il répond simplement en disant qu'elle refuse. Parfois, il développe son propos. Et c'est lorsqu'il développe son propos qu'on arrive à deviner, ou alors parfois il nous le dit lui-même, ce qui est le plus important pour construire la série noire. Donc on fait un zoom ici et on voit que ce sont deux lettres de refus, donc les deux romans ne conviennent pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne conviennent pas? Je lis la lettre de gauche. En ce qui concerne John Bingham, et comme vous le savez, jusqu'ici nous ne sommes pas très enthousiastes, car ce n'est pas tout à fait série noire. Le tempo est lent, il y a énormément de longueur, néanmoins il ne s'en font pas de beaucoup et il suffirait que l'auteur consente à faire un peu plus cinéma pour que nous prenions ces livres. On voit là que la référence est plutôt le cinéma, qu'il faut faire attention au rythme. Regardons à droite, alors la photo est un peu moins bonne et je traduis directement. Merci de nous avoir envoyé votre livre. Nous l'avons lu et trouvé très intéressant, mais j'ai peur qu'il soit un peu trop intellectuel, surtout le début. Les dialogues sont plutôt obscurs. Votre style, je saute un peu, votre style va sans doute désorienter la plupart de nos lecteurs. Et là en anglais, who are used to taking their thrillers straight, avec une métaphore qui lie le cocktail et le thriller. Donc, alors des lettres comme ça, on vous a donné deux exemples, mais en fait il y en a beaucoup. Ce qu'on trouve, si je résume, c'est qu'on trouve en fait une importance donnée au rythme et notamment donc au dialogue, et au rythme qui est souvent dit cinématographique, et on va mettre l'accent beaucoup plus sur l'action et beaucoup moins sur la psychologie. Un autre document est intéressant pour voir cette question-là, c'est dans une autre lettre de refus, où là, au lieu de nous dire pourquoi ça ne va pas, on nous dit alors, où est-ce qu'il est, cet idéal-là? Voilà. C'est un autre exemple qui montre qu'on voudrait, même s'il est très bien écrit, un livre qui soit moins psychologique, qui ait moins d'introspection, moins de flashback.
Donc, au lieu d'une intrigue rapide et directe, on a il y a une formule qui est intéressante à la fin. Voilà. Dans les dernières lignes, nous avons le squelette d'un tel roman bourré de literary stuffing, du bourrage littéraire. Donc, on voit la constitution, la volonté, un par-les-refus de la constitution d'un catalogue avec des traits bien précis. Alors, ce qui est intéressant, et là on va en venir à Jim Thompson, c'est que ces lettres de refus, qui, on va dire, par la négative, par le contraste, permettent de comprendre ce que Marcel Duhamel et son équipe attendent des romans, comment ils sélectionnent ces romans, on va pouvoir le vérifier, on va pouvoir se rendre compte que dans le travail d'un roman en particulier, eh bien, c'est tout à fait cohérent, le travail va exactement dans le même sens. Donc, observons le protocole en changeant d'échelle à partir de l'exemple du traitement de Jim Thompson et plus particulièrement du traitement du Killer Inside Me. Alors, le Killer Inside Me, bon, c'est un roman extrêmement connu, hein, c'est publié aux États-Unis en 52. On pourrait y revenir, hein, intéressant parce que c'est refusé d'abord par la série noire, puis finalement accepté en 66, donc très tardivement. Hein. De quoi ça parle, le Killer Inside Me? Et on pourrait faire en fait deux résumés, hein, vu que les romans sont très différents. Le roman raconte l'histoire de Lou Ford, shérif d'une ville quelconque du Texas, un homme qui apparaît banal et simple, mais qui masque en réalité une cruauté et une perversité meurtrière. La relation sadomasochiste avec une prostituée, Joyce Lakeland, qu'il essaye de tuer, réveille en lui une maladie ancienne qui, à l'adolescence, l'a poussé à abuser d'une petite fille. De crise en crise, les meurtres se succèdent sans mobile véritable. Alors pourquoi est-ce qu'on choisit ce roman en particulier? C'est parce qu'en réalité, il est, dans le fond du Duhamel Gallimard, l'un des plus coupés. Presque un quart du texte disparaît, dont 2 chapitres entiers et 2 personnages. Le roman de Thompson, hein, se présente comme un exemple extrême d'un processus de traduction sérialisant qui va jusqu'à modifier profondément la diégèse, la narration, la constitution et la réception d'une œuvre. Est-ce que ce cas des coupes est un cas isolé? En réalité, pas vraiment. C'est un exemple extrême, mais si on regarde dans la période qui précède, c'est quelque chose qui est préparé dans la construction de la série noire, puisque dans un article qui devrait paraître bientôt, on a fait une étude des années 45 à 55 qui montre que, par exemple, vous regardez en bas à droite, hein, 71 romans sur les 110 présentent des marques éditoriales et qu'une grande partie de ces 71 romans sur les 110 présents dans la période présentent des marques qui sont relatives aux coupes. Je vous donne un exemple. Voilà un autre tableau qui nous montre les différents types de ratures, hein, croix de Saint-André, rayures, bifures, encadrements au crochet, qui signifient probablement qu'il y a des coupes. Et quand on vérifie, effectivement, dans la version publiée par la série noire, il y a des coupes. Hein. Les numéros sur la droite, ce sont les numéros dans la collection, dans la série noire. Vous voyez que c'est un phénomène relativement massif. C'est un phénomène qui se construit, hein, l'équipe apprend à faire ses coupes entre 45 et 55, et c'est un phénomène qui se poursuit dans la période qui nous concerne, c'est-à-dire dans les années 60. Hein. Par exemple, dans un roman de 64, on trouve cette note de lecture qui est plutôt édifiante. Pas mal de suspense et pourtant c'est assez mal foutu, mal montré, mal écrit. Seulement voilà, on s'intéresse au personnage et on ne lâche pas le bouquin. Il faudrait couper un tiers, vous voyez, c'est une proportion assez grande, hein, surtout dans ce qui a trait aux méthodes actuelles du CI de Moscou, couper dans l'histoire, courte d'ailleurs, d'Alexandra, bref, revoir en entier et retailler le mieux possible. On peut vérifier que ce traitement est, que le Killer Inside Me subit ce traitement. On vous en donne quelques exemples ici. Vous voyez, hein, les pages du document qui a servi à la traduction. De nombreuses pages sont rayées, barrées là en croix de Saint-André. Vous voyez que sur la gauche, hein, le chapitre 21 est complètement supprimé. Alors, à partir de ce moment-là, on peut, accepter les thèses qui diraient que c'est une coupe qui serve des impératifs sociaux.
et qui ne change pas fondamentalement la structure du roman. Et effectivement, hein, quand on regarde dans les coupes, il y a des coupes qui sont des coupes de simplification et qui pourraient ne pas transformer la diégèse. La question est donc, hein, est-ce que ces coupes répondent simplement à un impératif commercial? Il faut que ça rentre dans les présentoirs achète des gares. Ou alors, est-ce que les coupes répondent aussi à un autre impératif? Eh bien, regardons. Hein. Les coupes répondent à des nécessités de simplification. Il faut faire fort et rapide, hein, tough and straight. Donc, on supprime un épisode qui est une digression, un personnage mineur qui n'est pas très important. Il y a d'autres types de modifications qui sont plus importantes, notamment pour ce roman, puisqu'on va supprimer toute la psychonarration et toute la dimension réflexive du personnage principal. Et ça concerne à peu près la moitié des coupes. Et puis il y a un autre type de coupe qui m'intéresse beaucoup, et c'est l'exemple que je vais développer ici, c'est que en général, on va supprimer la dimension ou le thème amoureux le plus possible pour laisser de la place à l'action. Or, précisément dans ce roman, faire des modifications sur le thème amoureux, ça implique une transformation assez forte de la manière dont on peut lire ce roman. Je vous donne l'exemple de la suppression de la lettre du personnage de Amy qui est renommée en Lucille dans la version française, si mon ordinateur accepte de passer à la slide suivante. Alors, dans la version française, la longue lettre de Amy, l'amante de Lou, est supprimée. Et ça rend difficile un geste, difficilement compréhensible, un geste de Amy à la fin du chapitre 19. À la fin du chapitre 19, alors qu'il est en train de la tuer, à coups de poing et à coups de pied, elle cherche à attraper son sac. Et le narrateur dit à la personne suivante, le héros, hein, ses doigts continuaient de remuer, de glisser, de ramper dans tous les sens. Finalement, ils rencontrèrent son sac à main et se refermèrent dessus. Ils le tirèrent sous sa jupe, le sac disparut, les doigts aussi. Ma foi, ce n'était pas si mal. Ça ferait meilleur effet si on la trouvait cramponnée à son sac. Je souris un tantinet en songeant à ce détail. Ça lui ressemblait tellement de se cramponner à son sac. Elle avait toujours été si pingre, sans doute, par la force des choses. Alors, dans la version américaine, les commentaires de Lou, qui font passer Amy pour quelqu'un de radin aux derniers instants de sa vie, sont ultimement réinterprétés. Lorsque le lecteur lit la lettre que Amy adresse à Lou, lettre dans laquelle elle lui fait comprendre qu'elle l'aime malgré tout et qu'elle a compris qu'il était le tueur. Elle cherchait donc, au moment qu'on vient de lire, soit à montrer à Lou qu'elle l'aimait malgré tout en cherchant à lui montrer la lettre avant qu'il ne la tue, soit peut-être, on ne sait pas, elle voulait éviter qu'il la lise. Dans les deux cas, la lettre met en évidence à la fois l'erreur de Lou Ford et cache l'intelligence et l'amour d'Amy. Elle contredit et désavoue la prétendue finesse intellectuelle de Lou. Bref, la traduction française, en gommant la lettre, supprime aussi ce renversement et toute la duplicité du personnage principal. Ces coupes, qui ont donc un effet fort dans le roman, font partie d'un projet de traduction plus large qui passe par d'autres stratégies dont Lucia va nous parler. Oui, merci Adrien. Et je vais reprendre juste quelques fils de ce que tu viens de dire pour que le contexte plus large de la traduction ait un sens. Et donc, je reprends aussi un peu le fil des échelles, c'est-à-dire que nous avons travaillé, comme quand nous avons dit en début de la conférence, sur les archives. Donc, on a trouvé un certain nombre de traces à partir desquelles on a élaboré une hypothèse. Et après, on a essayé de vérifier cette hypothèse sur les textes. Et c'est-à-dire, quand on s'est rendu compte de l'importance, même en termes quantitatifs, des coupes, on a essayé de comprendre non seulement pourquoi, mais également quels effets les coupes avaient sur les textes. Et comme disait Adrien, les coupes répondent à plusieurs impératifs à la fois. Le premier, sûrement, c'est un impératif d'ordre matériel, c'est-à-dire que les livres devaient tenir dans les comptoirs des gares. Donc, il y avait une contrainte matérielle assez
assez précise, donc ça devait faire un certain nombre de centimètres et donc un certain nombre de pages. Et ensuite, il y a d'autres impératifs qui sont de l'ordre du travail éditorial, donc du rythme de production et de publication des textes. Mais ce qui nous a intéressé le plus, et c'est ce que Adrien vous a présenté, c'est essayer de comprendre dans quelle mesure les coupes étaient pensées pour répondre, pour servir un idéal qui est avant tout un idéal d'ordre narratif et sériel. Donc, c'est une forme de travail sur le texte qui a une visée de sérialisation, donc de mise en série. Et cela passe par un travail de traduction donc, qui se fait dans un premier temps avec la préparation des textes, donc les coupes, et qui sert un modèle narratif spécifique, mais qui s'y fait aussi après, dans ce qui reste, donc ce qui n'est pas coupé, et qui est traduit à partir d'une stratégie que, en théorie de la traduction, on appelle la stratégie de la domestication. Qu'est-ce que c'est? La domestication, c'est une pratique de traduction qui consiste à adapter, à transformer de manière systématique les textes et leurs références culturelles à la culture d'arrivée. C'est une pratique qui repose sur la volonté de rendre le texte transparent, facile d'accès, le plus possible proche des lecteurs qui vont le recevoir, et limitant ainsi le degré d'altérité recevable par le public. Alors, ce qui se passe souvent en série noire, c'est que le processus de domestication, donc de transformation et d'adaptation, on pourrait dire, au public d'arrivée, passe aussi par un autre phénomène assez intéressant, et c'est le phénomène d'une création, d'une mise en scène d'une étrangeté domestique. Il faut faire américain, il faut faire étranger, donc ça passe par le faux, ça passe par les fausses traductions ou les pseudo-traductions, et ça passe aussi à l'échelle de la langue par la création d'une forme de étrangeté qui est accessible, qui reste transparente pour le public français. Je vous fais un exemple rapide. Dans le roman dont Adrien a parlé, de Jim Thompson, il y a à un certain moment une phrase qui dit « He began to eat ». Or, cette phrase très banale est traduite avec « Il attaque à son breakfast ». Donc, en fait, on insère des termes étrangers, mais qui sont transparents, acceptés et acceptables par la culture d'arrivée. Donc, c'est un système de transformation, d'appropriation du texte et de transformation qui se fait par en vue d'une mise en série et aussi avec une forme de violence textuelle qui fait de ce roman américain avant tout un roman français. Et bon, on n'a pas beaucoup de temps pour développer, mais bien sûr, l'argot, l'usage de l'argot est une de ces formes d'appropriation. C'est cette forme assez bizarre d'équivalence qu'on établit entre le slang américain et une manière de parler propre à un quartier spécifique de Paris. Et de même, les ajouts qui sont nombreux, donc on coupe, on enlève, mais parfois on ajoute aussi des choses. Donc ce n'est pas que les raccords, ce n'est pas que le besoin de mettre en relation les deux parties qui restent après les coupes, mais parfois c'est vraiment des ajouts qui s'insèrent et transforment la diégèse, donc la narration du texte. Sont donc les ajouts aussi des manières, des dispositifs d'appropriation du texte et qui traitent, au fond, l'original comme étant, lui, aussi un brouillon. C'est-à-dire que la traduction perd son statut dérivatif, elle n'est pas quelque chose qui vient après l'original, est une pratique d'écriture, est une pratique créative
et d'ailleurs, au sein de la série noire, est une pratique aussi collaborative et qui se fait par un système de montage, qui se fait par un système de construction et de stratification, d'intervention à visée sérielle pour faire série et également à visée de construction d'une américanité exotique, fantasmée et transparente qui correspond à un imaginaire qui est un imaginaire français et plus largement européen. Et ce que ce travail nous a permis, en fait, de reconstruire, comme on disait, c'est cette fabrique, cette machine de construction du roman noir. Et la série noire nous est apparue donc, comme une fabrique qui reçoit, on pourrait essayer d'aller suivant cette métaphore de fabrique, donc qui reçoit de l'étranger des produits semi-traités et donc édités au Royaume-Uni, aux États-Unis, pour le transformer à la maison à l'aide d'une stratégie traductive qui sert à un modèle générico-sériel spécifique. La traduction est le lieu même où l'artefact sériel, le roman noir, se produit. Et cela à partir d'une matière première, hétérogène et au fond très française, présentée comme authentique, dont l'authenticité est justifiée par effet de traduction, mais construite en France, à la maison, dans un cadre spécifique, celui de la rédaction de la série noire. Donc, pour nous, est-ce qu'on a essayé de montrer, la traduction constitue la condition même de possibilité de la série noire, car elle permet la réorientation, donc narrative, stylistique, idéologique, et le reclassement générique nécessaire pour faire un roman série noire et pour faire un roman noir français. Merci. Merci à vous. Alors, la Bilipo réapparaît, comme vous pouvez le voir sur l'écran. On a deux questions par Gérard Manvu, donc le même auditeur. Une première question qui demande comment étaient reçus, est-ce que vous le savez, comment étaient reçus ces romans à l'époque de la publication, puisque là on voit tout le processus de traduction et de créativité. Est-ce qu'on sait qui étaient les lecteurs des premières séries noires, en fait? Est-ce qu'on a des informations? Et la deuxième question de Gérard, c'est est-ce que vous pouvez dire quelque chose à propos des traducteurs, justement, enfin, des traducteurs qui étaient dans l'écurie du Hamel à ce moment-là? Lucia, je te laisse la première, je fais la seconde. Non, je pensais l'inverse. Ah, tu pensais l'inverse. Ouais. Ok, faisons l'inverse. En réalité, je vais être très décevant pour la première question. Ça, c'est vraiment une chose qu'on sait peu. Enfin, qu'on sait peu. Je pense qu'il y a des spécialistes qui le savent. On ne fait pas partie de ces spécialistes-là. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est quand on lit les documents de Marcel Duhamel dans ce fond, on sait qu'il fait très très souvent référence à un lectorat que lui-même a identifié, qui est le lectorat des médecins, des gendarmes. Qu'est-ce qu'il met d'autre dans cette liste-là? Ben, ce sont les professionnels, donc c'est les avocats, les c'est ça, des professions libérales. Et les professions libérales, des cadres, la petite bourgeoisie, essentiellement, il y fait référence assez souvent. Au fond aussi, hein, si on considère que ça s'achète dans les gares et que le volume série noire est peut-être légèrement plus cher que ses concurrents, il faut pouvoir se le payer, il faut être quelqu'un qui prend le train, se déplace et peut, en plus de son billet de train, s'acheter un livre qui est sur les présentoirs des gares parmi les plus chers dans la littérature policière. Et on peut aussi ajouter qu'en 1955, il y a la publication du premier catalogue de la série noire. Et dans ce catalogue, il y a une préface signée Marcel Duhamel, dans laquelle il reconstruit un peu l'histoire et donc l'identité aussi de la série noire, et il fait référence au lecteur. Donc, or, on ne sait pas si c'est un public
vers lequel il veut aller. Donc, c'est un public cible d'un projet ou si c'est le public auquel les textes sont depuis toujours adressés, mais c'est justement cette catégorie dont Adrien parlait. Et bien sûr, c'est un lectorat masculin. Enfin, ce n'est pas que un problème de profession, c'est aussi un problème de genre. Donc, c'est un lectorat masculin. Et donc, pour ce qui est de quel traducteur, donc la deuxième question qui a été posée, peut-être Adrien, tu pourras aussi intégrer. Et Marcel Duhamel est à l'origine et avant d'être le directeur de la série noire, est un traducteur. Et donc, il traduit un nombre important de romans de la série noire. Et de toute façon, pour ce qu'on a pu observer en travaillant sur l'archive, il suit toutes les étapes de la traduction. Donc, son regard et ses pratiques traductives sont toujours guides et peut-être aussi système de contrôle des stratégies traductives. Après, petit à petit, avec le succès de la maison d'édition, il y a une rédaction qui se remplit et donc une équipe de rédacteurs et traducteurs de plus en plus importante et qui travaille en concert avec une équipe externe. Donc, c'est peut-être ça, Adrien, que tu pourrais un peu approfondir parce que tu y avais un peu travaillé. Oui. Quand on lit les interviews qui sont dans certains numéros très intéressants de Temps Noir, par exemple, ou quand on lit les documents internes de la série noire, notamment les rapports que Duhamel envoie à Claude Gallimard, essentiellement pour demander plus d'argent. Il fait souvent donc les comptes des collaborateurs et il y fait très attention parce que la plupart du temps c'est lui qui doit les payer, donc ça lui tient à cœur. Il y a donc cette équipe interne qu'on retrouve très représentée parmi les traducteurs de la série noire pour la période du Hamel, bien sûr. Et puis il y a tout un ensemble de traducteurs qui ont des rapports plus lointains avec la série noire. Si en termes de chiffres, sur l'ensemble de la publication, alors là j'ai des données qui concernent tous les séries noires publiées et non pas seulement la période du Hamel, mais ça peut donner un ordre de grandeur. Sur l'intégralité du catalogue de la série noire, on est à peu près 2280 traducteurs différents. Et il faut entendre par traducteur aussi configuration de traduction ou couple de traduction. Parce qu'en réalité, il y a moins de 2280 traducteurs différents. Parce que sont comptés deux fois les cas, par exemple, dans lesquels on a Marcel Duhamel traducteur et puis Marcel Duhamel avec Bataille, par exemple. Mais ça donne un ordre de grandeur. Et puis surtout, en fait, dans ceux qui traduisent le plus, eh bien, on retrouve cette équipe interne de la série noire. On retrouve par exemple Janine Hérisson qui, en dehors des collaborations, des traductions en collaboration, signe 101 traductions. On retrouve évidemment Henri Robillot qui en est à 36, et puis des noms qu'on voit. Alors Marcel Duhamel lui-même seul est à 23 traductions, et Duhamel avec quelqu'un d'autre est à 55. On retrouve aussi des noms qu'on lit beaucoup sur les séries noires. Chasserio est à 76, et celle qui traduit le plus, c'est France-Marie Watkins avec 174 traductions des numéros de la série noire. Donc en fait, on a voilà, c'est ces chiffres pour déterminer qui sont les traducteurs. Et puis cette espèce de distinction entre l'équipe interne et puis l'équipe externe. Je peux ajouter une chose, c'est que ce qui nous a le plus frappé, et ce qu'on a essayé de montrer, peut-être pas très longtemps aujourd'hui, mais c'est que le travail de traduction ne relève pas d'une activité individuelle. Donc, il y a une phase que Marcel Duhamel appelle la phase de retraduction, et c'est le moment où le texte traduit rentre à nouveau dans la maison d'édition et l'équipe interne le relit, retravaille et retraduit de manière collégiale. Et donc, le travail de traduction n'est jamais le fait et l'affaire d'une seule personne. Le travail de traduction est un travail collectif et collaboratif qui s'est fait non seulement ensemble, mais qui s'est fait
à partir d'un projet éditorial spécifique et dont Marcel Duhamel, sûrement, a le contrôle du début à la fin, ou dans lequel il intervient de toute façon du début à la fin, mais qu'il discute et négocie sans cesse avec une équipe élargie. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, visiblement, notre auditeur est tout à fait satisfait et heureux. Il a mis un petit smiley pour vous remercier. Nous n'avons pas d'autres questions, donc nous ne pouvons pas vraiment vous soumettre à la torture de façon prolongée. Alors, comme on l'a dit au tout début, la conférence est enregistrée et elle sera disponible si les gens sont venus et ont loupé un petit peu le début, ou elle sera disponible dans son intégralité sur la chaîne YouTube des bibliothèques du réseau de Paris. Donc, pas tout de suite, immédiatement, mais dans quelques jours. Et aussi, nous allons remettre cette captation vidéo avec les références des travaux d'Adrien et de Lucia sur le site L'Europe du Polar, puisque vous savez que cette exposition, qui se termine physiquement bientôt, va quand même se trouver prolongée, justement, d'une certaine manière, avec un site qui n'a pas vocation à s'arrêter dès le 31 décembre d'exister. Alors, encore un grand merci, parce qu'on a eu un peu des malheurs, comme tout le monde le sait, cette année 2020, cette exposition qui a été le fruit d'un très long travail. Et c'est vrai auquel Catherine Chauchard, la précédente directrice de la... On peut peut-être remercier tout seul et souhaiter une bonne soirée. Ah, ils n'ont plus de batterie. Alors, on va se dire au revoir et dire au revoir aux très nombreux spectateurs qui sont là. Donc, bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Alors, merci à tous. Petit problème de batterie, problème technique. Donc, on espère que vous aurez apprécié cette rencontre. Et à tout le monde, la Bilipo souhaite une excellente fin d'année malgré tout. Et on se dit à l'année prochaine. On a encore un beau programme. Voilà. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.